Ok, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet, c'est pourquoi je m'auto-coach. Pour pouvoir te répondre correctement, il faut que je te donne un petit peu de contexte. Entre 2015 et 2019, je m'entraînais plutôt axé muscu de manière assez irrégulière, que ce soit au poids de corps, à la salle, j'aimais ça, mais j'étais pas très régulier. Il y avait des mois où j'étais vraiment à fond, des mois où j'étais beaucoup moins à fond, et c'était souvent impacté par le travail que je faisais à l'époque. À une période, j'étais jardinier paysagiste, et après j'ai fait de l'élagage, et j'étais très souvent impacté par les douleurs que je pouvais avoir dues à ces métiers-là. J'avais très souvent des douleurs aux coudes ou aux épaules, de par le travail que je faisais. Le volume de travail que tu fais dans un travail manuel, tu peux pas vraiment le gérer comme tu le gérerais à la salle. Si jamais on te dit tu tailles cet arbre et tu dis j'ai mal au coude, c'est bien, d'accord, trouve un moyen, mais taille cet arbre, tu vois. C'est pas bon, ben on va gérer le stress, tu vas pas tailler cet arbre aujourd'hui, tu vas le faire demain. Non, non, tu le fais et tu te démerdes. Je pouvais pas vraiment gérer le stress comme je le voulais sur mes articulations, mon corps de manière générale, et donc il y avait eu beaucoup de périodes on et off au niveau de la muscu. Et si je devais mettre quelque chose de côté, c'était les entraînements en muscu, et c'était pas l'élagage que je faisais, parce que l'élagage, je le faisais comme métier, tu vois. Tu vas pas dire non mais aujourd'hui je travaille pas, j'ai mal au coude, il faut que je gère mon stress au niveau du coude. Tu peux pas. Il fallait bien trouver des solutions à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une période où j'ai eu beaucoup moins de difficultés à récupérer du travail. Je pense parce que je m'y habituais aussi, mais parce que quand j'ai changé d'entreprise, les horaires étaient différentes, la cadence était différente, et je faisais toujours ce métier, je faisais toujours de l'élagage, mais c'était dans une autre entreprise. Et donc, en août 2019, j'ai pu reprendre les entraînements de manière plus régulière. Donc, je m'entraînais mardi, jeudi, samedi. C'était très régulier, c'était vraiment très très bien. À cette période-là, j'ai recommencé à m'entraîner à la salle. Après, il y a eu le Covid, donc j'ai continué à m'entraîner dans le garage gym. C'était pas toujours évident, hein, il faisait froid, c'était dur. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. En tous les cas, je réussissais à m'entraîner comme je voulais. Les progrès étaient quand même limités par la difficulté du travail que je fais, parce que tu peux pas récupérer H24 de tout ce que tu fais à l'entraînement, plus de tout ce que tu fais au travail, et avoir les meilleures surcompensations du monde, tu vois. Et ça, je m'en rendais pas compte sur le moment, je m'en suis surtout rendu compte quand j'ai arrêté de travailler dans un travail physique. Et là, j'étais en mode, oh waouh, en fait, je récupère tellement bien sans le travail, c'est fou. Et j'ai moins de douleurs partout, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai découvert, parce que avant, je savais pas ce que c'était de bien récupérer sans avoir un travail physique, parce que depuis que j'ai eu 15 ans, j'ai travaillé jusqu'à 21 ans sur un travail physique. Donc toutes les années de sport que j'ai fait, je les ai toujours faites avec de la fatigue supplémentaire d'un travail, tu vois. Et donc à ce moment-là, il y a un peu tout qui s'est enchaîné, parce que j'ai fait la première compète de ma vie, c'était le Silent Worker Meet en 2021, en juillet. Donc comme je te dis, je m'entraînais vraiment chez moi comme je pouvais. Il y avait même eu une période où je m'étais fait coacher par quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la force. C'était sur 3 mois. Bon, ça m'avait pas trop plu, du coup j'avais arrêté. Et j'avais pas appris grand chose honnêtement. Du coup, je gardais pas une expérience folle de ça. Mais quand j'ai fait cette compétition, j'ai fait 485 de total, avec un poids de corps à 74,3. J'avais loupé ma dernière barre au terre pour faire 500, donc là j'avais un peu le seum. Mais bref, ça c'est pour te donner un petit peu le point de départ des compétitions, etc. Et quand j'étais à cet endroit-là, à cette compétition, je regardais les gens autour de moi et je me suis dit, putain, mais il y a beaucoup de gens qui sont plus forts que moi. Et comment ça se fait qu'ils sont beaucoup plus forts que moi, alors que physiquement, j'ai pas l'impression qu'ils me mettent une vitesse, tu vois. Il y en avait évidemment qui étaient beaucoup plus solides que moi et tout, mais je me disais, bah, je fais du sport, ça fait un moment, comment ça se fait que je sois si loin en termes de perf? Et donc à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, je veux accélérer la cadence, je veux essayer d'aller le plus vite possible. Qu'on s'entende, quand je dis le plus vite possible, c'est de mettre toutes les chances de mon côté pour progresser. Et du coup, j'ai commencé par me faire coacher à cette période par Pana. Je me suis fait coacher pendant un an. Au bout d'une année, j'ai décidé d'arrêter, mais pendant cette année, j'ai fait pas mal de progrès. J'ai rajouté plus de 100 kilos sur mon total. Si on compare la compétition du Silent Worker Meet et les France Juniors que j'ai fait même pas un an après, il y a eu 115 kilos sur le total en plus, tout en restant en même catégorie de poids, tu vois. Donc clairement, ça a fonctionné ce qu'on a fait. Mais le coaching avec Pana, c'est très bien terminé. Juste, j'avais envie d'explorer d'autres choses et j'avais envie de les explorer moi-même. J'avais pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre, un autre coach, pour explorer ces choses-là. J'avais des idées en tête que je voulais mettre en pratique et je voulais le faire moi-même. Pas par ego de me dire je veux pas me faire aider par qui que ce soit. Ça venait vraiment d'un sentiment de curiosité. Je veux faire les choses moi-même, je veux tester et je veux voir jusqu'où je peux aller moi-même avec mes connaissances. Cette année-là, à me faire coacher, elle m'a vraiment permis de me rendre compte de plein de choses. Vu que j'ai été coaché, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Je sais ce que j'ai envie d'entendre et ce que j'ai pas envie d'entendre. Et du coup, ça permettait de me perfectionner de mon côté sur le coaching, tout en étant de l'autre côté du prisme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je voulais passer du côté personne coachée pour comprendre les personnes que je coach, en gros. Et du coup, ça s'arrêtait pas simplement au fait de recevoir une programmation, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, juillet 2022, je commence à me coacher solo avec
avec beaucoup plus de connaissances que l'année auparavant. Je fais mon lot d'erreurs, ça fonctionne pas, je me fais mal, je vais mieux. Donc j'apprends à gérer pas mal de situations, tu vois. J'apprends à gérer le fait de changer une programmation, de bien y répondre, d'être trop gourmand et de me faire mal, et ensuite de récupérer de cette blessure. Et toutes ces étapes, donc même si la blessure c'était vraiment pas cool, avec le recul ça m'a vraiment permis de correctement gérer des douleurs, et du coup, même chose, ça m'a permis d'aider les personnes que je coach qui rencontrent des douleurs à gérer les leurs. Tu vois, donc je dis pas que je suis kiné ou que j'ai des connaissances de fou. Par contre, j'arrive à comprendre les principes de base et du coup, ça me permet de les aider correctement si jamais ils rencontrent des problèmes. Tu vois, je suis pas complètement démuni dès qu'il y a quelqu'un qui rencontre une douleur. Et du coup, ça nous fait arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à me coacher en juillet 2022 et là, on est en novembre 2024 et je me coach toujours. Donc, ça fait plus de 2 ans. Et du coup, entre cette période-là et maintenant, j'ai quand même progressé, tu vois. Alors oui, j'ai pas fait le total en compétition, je n'ai pas le même poids de corps, mais sur le total net, il y a du progrès, il y a 100 kilos de progrès sur le total. Passer de 500 à 600, c'est pas la même chose que de passer de 600 à 700. Donc si tu te dis, ouais, mais pour le coup, t'as mis plus de 2 ans pour arriver à ça, oui, mais c'est pas proportionnel, tu vois. Sinon, au bout de 50 pratiques, tu te retrouves avec 1000 kilos de total, et ce n'est pas envisageable. Et donc, pourquoi j'ai voulu faire ça à la base? Parce que j'avais envie de tester des choses sur moi-même, et j'aime résoudre des problèmes. Donc c'était vraiment la meilleure manière d'essayer de résoudre des problèmes, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier-là, tu vois. C'est parce que j'aime faire ce genre de choses. Et depuis le début, c'est un peu ce que c'est cette chaîne YouTube, tu vois, c'est je teste des choses sur moi-même, je te dis ce que je ressens, et puis je fais des vidéos, c'est tout. C'est vraiment tout depuis le début. Voilà pourquoi j'ai commencé à me recoacher tout seul, et pourquoi je continue, parce que en vrai, ça fonctionne. J'ai de plus en plus confiance en moi sur ma capacité à résoudre des problèmes que je peux rencontrer et que les personnes que je coach peuvent rencontrer, parce que j'ai pris de l'expérience, parce que j'ai pris des connaissances. Est-ce que je suis capable de résoudre tous les problèmes? Évidemment que non, mais je suis capable d'en résoudre plus qu'il y a 3 ans, 4 ans. Du coup, ça me permet de continuer d'avancer malgré le fait que je me coach tout seul et que je n'ai pas d'autres perspectives d'avis sur ma programmation, tu vois. Et tant que je stagnerai pas, je me dirigerai vers personne parce que j'aime ma manière de faire pour moi-même. Maintenant, je vais te donner les avantages que je trouve au fait de se coacher soi-même. J'ai la liberté de faire ce que je veux sur ma programmation. C'est-à-dire que si d'instinct j'ai un truc qui me dit ok, je pense que ça ce serait bien à tester, je pense que ça me ferait du bien et ça me permettrait de progresser, je peux le tester directement. Mais j'ai pas besoin d'essayer de convaincre quelqu'un ou d'attendre que quelqu'un ait l'initiative de proposer ce truc. Je peux le faire moi-même. Ça, c'est un point positif énorme que je trouve et que j'aime. Ensuite, quels sont les inconvénients? Et bien justement, t'as trop de liberté. Si jamais t'es quelqu'un qui a tendance à pas réussir à prendre des décisions claires et précises, tu vas pas savoir quoi faire en fait. Et ça m'est arrivé au début, de vouloir partir dans tous les sens, de vouloir être fort sur les mouvements de street workout, de vouloir être fort sur le SBD en même temps, de réussir à avoir des exos hypertrophies comme il faut partout, et tu te retrouves avec des séances de 2h30 où t'es fracassé à la fin, tu commences à avoir des douleurs partout à la fin de 2 blocs, et tu te dis merde, où est-ce que je vais à partir de là, tu vois? Mais c'est surtout que tu vois pas la porte de sortie parce que t'as le problème, il est là, tu vois, il est en face de tes yeux, et t'arrives pas à prendre du recul sur la situation et à remettre en cause ce que tu fais, si c'est bien ou non. Trop de liberté, ça peut être une mauvaise chose pour certaines personnes, surtout quand t'as pas l'expérience, et ça prend du temps. C'est comme tout, ça prend vraiment du temps de devenir bon à se coacher soi-même, comme ça prend du temps d'être bon à se faire coacher. Tu vas pas être l'athlète modèle dès le début, tu peux apprendre à être un athlète modèle, on va dire, quand tu te fais coacher par quelqu'un, et c'est exactement la même chose quand tu te coaches tout seul. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ça et se disent ouais mais quand tu t'auto-coaches, tu manques de recul, tu manques d'objectivité et tu peux pas prendre des décisions objectives parce que t'as trop ton avis subjectif qui rentre en compte. Oui peut-être, mais tu peux améliorer ça. En fait c'est littéralement comme tous les domaines, tu peux améliorer ça et c'est pas parce que tu n'y arrives pas un jour que tu n'y arriveras jamais. Un autre point négatif c'est que tu peux faire absolument n'importe quel changement, n'importe quand. Et il y a certains types de profils qui se font une prog, ils la font à tête reposée, ils sont ok avec eux-mêmes sur le plan qu'ils viennent de faire et arrivés dans la séance, ils font 2 séries et ils sont en mode ah ouais non, je suis un peu fatigué, je crois que je vais pas faire la dernière série. Pourquoi tu fais pas la dernière série? Fais le plan que tu as marqué, marque les observations que tu as eues. J'ai fait toutes mes séries, à la deuxième j'ai eu envie d'arrêter, je me trouvais fatigué, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu le marques dans les observations, tu vois plus tard. En fait, il faut vraiment savoir dissocier ta partie coach et ta partie athlète de toi-même. Parce qu'en fait, tu fais les deux. C'est toi qui fais le travail que tu t'es mis. C'est trop facile de changer le travail que tu t'es mis parce que c'est toi qui l'as fait. Mais il faut que tu respectes ta partie coach et ta partie athlète. Ta partie coach, elle est pas à la salle en train de pousser des barres. Ta partie coach, elle est derrière l'ordinateur en train de faire la programmation. Donc il faut pas mélanger les deux, tu vois. T'as fait ta partie coach à tête reposée, très bien. Maintenant, lui il n'existe plus, elle n'existe plus cette partie-là. Mets ta partie athlète sous les barres, fais tes barres. Et si jamais tu as besoin de changer quelque chose sur le moment parce que si tu fais ta dernière série, tu vas te briser le dos et tu le sens honnêtement que tu vas te briser le dos et c'est pas juste oh
je suis un peu fatigué. Là, à ce moment-là, tu peux totalement prendre cette décision d'enlever un back-off. Mais ce sera ta partie athlète qui va prendre la décision parce que sur le moment, quelqu'un qui se fait coacher par quelqu'un d'autre, il a aussi ce genre de décision à prendre. Imagine que tu es sur ta 3e série de back-off, tu commences ta série, tu sens ton dos qui tire à la mort et tu as déjà eu cette sensation. Et si jamais tu as poussé dans cette sensation, tu t'es fait mal. Quelqu'un qui connaît son corps et qui a l'habitude de s'entraîner depuis un petit moment, il saura quand il faut reculer et quand il faut continuer. Généralement, les gens qui perdurent comme ça dans le temps et qui évitent beaucoup de blessures, c'est des gens qui savent prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc ça, tu peux le faire même si tu te fais coacher. Et c'est cette limite qui est très très fine et très compliquée à prendre en compte quand tu te coaches toi-même, c'est que est-ce que à ce moment-là, je veux pas faire ma dernière série de back-off parce que je pense que je vais me faire mal, ou est-ce que je la fais pas parce que je pense que j'aurais pas dû me mettre ce format et que du coup, je vais devoir changer mon format en cours de route. Tu vois, c'est très proche en termes de résultat, parce que le résultat, ça va être de changer une série, mais en termes de raisonnement, c'est pas le même. La personne qui se fait coacher par quelqu'un d'autre, elle a pas cette question en tête, tu vois, de « Ah, est-ce que je vais changer mon format ?» Elle se dit juste « Bon, ben, je fais ma série, et puis je lui dirai au gars qui me coach, ou à la fille qui me coach, bon, ben, ça va, ça va pas. » Mais c'est pas son problème de savoir si c'est un bon format ou non, tu vois. Et quand c'est toi qui te coaches toi-même, t'as un peu ce problème de te dire « Est-ce que ce que je me suis mis, c'est bien, c'était la bonne décision, est-ce que je devrais pas revenir en arrière, etc. » Et ça peut paraître un peu dur. C'est un peu dur, même quand t'es en plein dedans, parce que tu manques d'objectivité envers toi-même, tu manques de recul. Et ça s'apprend, comme tout le reste. Il faut être capable de dissocier ta mentalité de coach et ta mentalité d'athlète, si jamais tu veux te coacher toi-même ou si jamais tu te coaches toi-même. Faire des erreurs, c'est pas vraiment un problème, tu vois, c'est juste apprendre des erreurs que tu viens de faire. Si jamais t'as démarré trop fort, trop vite, t'as mis tous les exos à fond, t'as voulu faire tout d'un coup, tu t'es fait mal, ok, récupère, repars à zéro, regarde le plan que t'avais fait, tu vas te rendre compte que c'était de la merde si jamais tu t'es fait mal, change ton plan, juste change le plan, et c'est tout. Retire des conclusions du plan que tu as changé, et tu repars. Et tu tires des conclusions du plan que tu as changé, et tu repars. C'est vraiment juste comme ça, c'est essai, erreur, jusqu'à ce que tu trouves le truc qui te correspond. De manière assez ironique, les avantages sont assez liés aux inconvénients, c'est-à-dire que avantage, tu as pas mal de liberté, désavantage, tu peux avoir trop de liberté et du coup ne pas savoir quoi faire. Avantage, tu peux changer ta prog n'importe quand, donc c'est très très pratique si jamais tu as des aléas de la vie de tous les jours où tu peux pas t'entraîner quand tu veux, etc. Mais désavantage, tu peux changer tout n'importe quand, et du coup tu peux te mettre à faire n'importe quoi parce que y a pas quelqu'un qui est derrière toi en train de te dire ne fais pas ça maintenant, là c'est stupide, pourquoi tu prends cette décision? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de se faire coacher parce qu'ils n'ont pas ces questions-là à se poser, ça leur fait chier en fait, ils ont juste envie de suivre un plan, de pas se poser la question de pourquoi je fais tel ou tel plan, tu vois. Mais ça veut pas dire que s'auto-coacher ce n'est pas bien, il y a plein de gens qui le font et qui s'en sortent, je le fais et je m'en sors, Pana le fait et il s'en sort, je crois que Corentin le fait et il s'en sort. On peut dire ce qu'on veut sur leur manière de s'entraîner, etc. Mais s'ils en sont au niveau où ils en sont aujourd'hui, c'est bien qu'ils ont fait quelque chose de correct, tu vois. A contrario, il y a plein de gens qui se coachent tout seuls aussi et qui font n'importe quoi. C'est vrai. Il y a des gens qui vont prendre des meilleures décisions que d'autres. Et c'est pas parce que t'es nul au début d'ailleurs que tu seras nul tout le temps. Si jamais t'es mauvais à t'auto-coacher, tu peux devenir meilleur à t'auto-coacher. Si jamais t'es un mauvais athlète, tu fais mal tes retours, tu fais mal le remplissage de ta prog, tu fais n'importe quoi dans ton quotidien, tu es un mauvais athlète. Tu vois, c'est pas bon, ben je suis juste athlète, j'ai pas besoin d'être bon. Non, il faut que tu saches communiquer correctement sur ce qui s'est passé dans tes séances. Il faut que tu remplisses ta prog correctement pour qu'il y ait une bonne communication, pour que ton coach puisse prendre les bonnes décisions. Ça demande aussi une certaine quantité de skill quand tu es athlète. Ou quand tu es coaché tout simplement, ça te demande moins de réflexion, mais tu dois toujours avoir certaines qualités. Et si tu ne les as pas, ces qualités, bah t'iras pas très loin non plus. Imagine, je coach quelqu'un qui me donne aucune ressource, aucune matière pour faire des retours, comment je fais pour l'aider ? Je peux pas. Donc à qui l'auto-coaching pourrait correspondre? À ceux qui savent prendre du recul sur eux-mêmes, à ceux qui savent se remettre en question si jamais le plan effectué n'a pas été bon, pour pas reproduire les mêmes erreurs, à ceux qui savent suivre ce plan à la base, faut pas s'éparpiller pendant qu'un plan est en train de se dérouler, on a fait le plan à la base, on se tient au plan, on tire des conclusions, on fait un autre plan. Faut faire étape par étape. Et ça correspond à ceux qui sont autonomes. Je précise, il faut aussi de l'autonomie quand tu te fais coacher. Tu dois pas constamment attendre que tout soit amené dans ta bouche, tu vois. Il faut quand même aller chercher les informations, prendre des initiatives, etc. Mais tu es obligé d'être plus autonome si tu te coaches tout seul, parce qu'il n'y a personne qui va t'aider à prendre des décisions. Et ça, généralement, c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, pour qui ce n'est pas intéressant de se coacher soi-même, pour ceux qui partent dans tous les sens, c'est pas bon. Si jamais tu veux en même temps devenir fort sur le SBD, avoir 10% de masse grasse, devenir fort à la course à pied et réussir à taper 60 tractions, tu vas pas pouvoir tout faire en même temps. Et si jamais t'es ce genre de personne qui veut tout faire en même temps, tu vas rien faire de bien. Tu vas probablement te faire mal d'ailleurs avant de réussir à faire quoi que ce soit. Mais c'est pas parce que t'es comme ça que tu peux pas te coacher solo toute ta vie. Tu peux apprendre à
ne plus être comme ça, tu vois. Et si jamais c'est trop dur pour toi, alors fais-toi coacher par quelqu'un. Et là, je vais regrouper plusieurs points parce que en fait, tout est lié. Si jamais tu manques de lucidité envers tes entraînements, ah ouais, mais non, mais hier, je me suis couché un peu tard, je suis fatigué, aujourd'hui, j'enlève 2 séries. Ou alors, waouh, hier, j'ai super bien dormi, du coup, je me rajoute 2 séries. Non, dans un sens comme dans l'autre, ce n'est pas une bonne option. Ne fais pas ça. Fais le plan que tu t'es prévu à la base et observe, écris ce que tu as fait. Et tire des conclusions plus tard. Le moment de la séance, c'est le moment où tu poses le cerveau et où tu pousses. Après la séance, c'est le moment où tu réfléchis. Tu ne réfléchis pas à ce que tu devrais faire, voudrais faire pendant ta séance. Pendant la séance, tu regardes ce que tu as à faire et tu pousses très fort. Et c'est tout. Et ça ne correspond pas du tout aux personnes qui ne sont pas autonomes. Alors déjà, je le disais tout à l'heure, mais c'est important d'être autonome même quand tu te fais coacher, parce qu'on va pas tout t'amener dans la bouche. Mais si t'es pas autonome de manière générale, ne te coach pas tout seul. Vraiment. Tu vas juste rien faire de bien. Si t'es pas assez curieux d'aller chercher des informations, t'informer sur l'entraînement, sur l'anatomie, sur la nutrition, si tu sais pas faire tout ça et que t'as pas envie de faire tout ça et que ça te fait chier et que tu veux juste avoir un plan et suivre le plan, il faut même pas que ça te traverse l'esprit de te dire je vais potentiellement me faire ma programmation tout seul parce que tu vas jamais t'y tenir, vraiment. Si t'es ce genre de profil, t'as littéralement besoin de quelqu'un qui est là pour faire tout ça à ta place et c'est le travail des coachs, tu vois. Et même si c'est mieux d'avoir une part d'autonomie quand tu te fais coacher par quelqu'un, si jamais t'as vraiment pas cette part d'autonomie, il faut absolument que tu te fasses coacher quand même et t'essaieras de t'améliorer par la suite parce que tu vas aller nulle part si jamais tu ne te fais pas aider par quelqu'un, tu vois. Camille, elle est forte à pousser des barres, mais elle est pas forte à réfléchir à comment il faut changer la prog pour pousser les barres. Ça l'intéresse pas trop, l'anatomie, l'entraînement, le nombre de séries, la programmation, ça l'intéresse pas trop, et c'est complètement ok. Elle a un bon niveau quand même. Du coup, ça rend la tâche un peu plus compliquée pour moi, parce que c'est moi qui dois interpréter plus de choses, et j'ai pas des retours très très clairs, concis, etc. Mais c'est pas grave, tu vois, ça reste mon travail de devoir faire ça. Et elle s'en fout, elle veut pas s'informer en fait. Elle trouve ça intéressant quand je lui explique pourquoi je mets telle ou telle chose, mais elle va pas se dire ok, je vais regarder 3 heures de podcast sur la nutrition, sur la biomécanique, sur les sciences de la programmation. Elle s'en fout, elle a pas envie. Elle préfère dessiner, chanter, faire du piano. C'est totalement compréhensible. Il y en a qui, pendant leur temps libre, aiment faire ça. C'est mon cas. Il y en a qui veulent pas. Il y en a, ils veulent faire autre chose, tu vois. Déjà, les gens ont un travail et après, ils ont des occupations. Alors, ils n'ont pas tous envie de s'informer, etc. Donc, bref, ça correspond pas à tous les profils. Le truc, c'est juste de savoir quel profil tu es. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas? Et du coup, ça t'aidera à te diriger vers une option plutôt qu'une autre. Se coacher solo, ça a un gros avantage aussi. J'en ai pas parlé du tout, mais c'est l'aspect financier. Tu ne dépenses 0 € si tu te coaches toi-même. Est-ce que ça vaut le coup de rien dépenser si jamais tu vas nulle part? Non. Genre, c'est mieux de payer pour aller quelque part plutôt que de pas payer et te dire j'économise pour aller nulle part. Ça m'arrive de voir des vidéos des gens qui disent pourquoi je trouve que c'est pas bien de s'auto-coacher. Ça correspond pas à tout le monde, tu vois. Genre, ça dépend. C'est littéralement mon travail, donc je pourrais te dire il faut absolument que tu te fasses coacher, mais je peux pas te dire ça et en même temps, de mon côté, me coacher moi-même. C'est juste qu'il y a des tempéraments qui sont faits pour se faire coacher, il y a des tempéraments qui sont faits pour se coacher eux-mêmes. Donc voilà, en conclusion, si jamais t'as envie de te coacher tout seul, essaye. Si t'es mauvais au début, sache que tu peux t'améliorer si jamais tu prends les bonnes décisions. Donc ce n'est pas parce que tu es mauvais au début que tu seras toujours mauvais. Et au contraire, si tu penses que tu n'es pas du tout fait pour ça, mais que tu es plutôt un profil à te faire coacher, eh bien, envoie-moi un message sur Instagram, tu as le lien en description. Voilà. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.